Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'Expérience Inédite, le podcast de OnePoint qui s'intéresse aux territoires sensibles de l'expérience dans nos vies de consommateurs. Depuis des millénaires, les êtres humains ont créé de la valeur en s'échangeant des commodités, des produits, des services. Depuis quelques années, tout s'est accéléré. L'expérience est devenue l'axe majeur de création de valeur. Elle révolutionne nos habitudes, redessine les territoires de la consommation et impacte l'ensemble des secteurs d'activité. Autour de 5 questions, je reçois ici une personnalité forte et inspirante qui nous partage les enjeux et l'impact de l'expérience dans son secteur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, je suis Patrick Walid, partenaire stratégie et innovation chez OnePoint. Pour cette seconde saison, je vous propose de partir à la découverte des nouvelles frontières de l'expérience autour du Web3 et des métavers, pour comprendre le monde qui change en échangeant. On ne vous a jamais dit le client est roi. Il y a une chose qui me met hors de moi, ce sont les mauvais vendeurs. Ce magasin est magique. Si vous aimez être reçu comme un chien dans un jeu de quilles... Vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur Louis. Ouvrons le magasin. Juste, tu nous offres depuis le début, mais une transition toute trouvée avec les questions qui sont posées aujourd'hui sur le live YouTube, justement sur cet éclatement, dissémination de la manière dont les marques peuvent engager, ou les marques ou les différents métaverses aussi peuvent engager, ou si on prend Solana, Tezos, etc. Comment, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, comment on fait le lien entre tout ça? Qui est-ce qui va faire le lien? Qu'est-ce qui va faire le lien pour pouvoir naviguer d'un monde à l'autre? Si tu me réponds Ledger, J'allais dire Ledger, ouais. Ouais, ou OnePoint. Avec OnePoint, ouais. Ledger et OnePoint. Voilà, c'est les deux qui vont réussir ça. Non, nous clairement, on est là, on vient de lancer à New York. Je vais faire un petit plug parce que j'ai pas trop parlé de ma boîte, mais on a lancé une plateforme de distribution de NFT sécurisée. Ce qui est quelque chose, je vais beaucoup parler de sécurité aujourd'hui et qui est hyper important parce que 3 milliards de hacks, il faut réussir à empêcher ça. Et en fait, donc cette plateforme qui ne supporte pas toutes les chains, à terme, a cet objectif-là de les supporter toutes, de se dire, peu importe si je développe sur Tezos, sur Solana, sur ETH, je peux utiliser cette plateforme-là pour sécuriser le drop auprès de mes plateformes. Donc je pense que ça c'est l'objectif, parce que c'est sûr que les gens, ils n'ont pas très envie en fait de se dire, un peu d'ailleurs, et alors c'est ça le danger. Moi je me souviens au début du streaming, Universal, ils ont lancé d'ailleurs une appli de streaming et qui était, je peux écouter que des artistes Universal. Mais moi, en tant qu'utilisateur, j'ai pas du tout envie d'écouter que des artistes Universal. Je sais même pas lesquels ils sont. Je crois qu'il y avait Johnny. Donc ça me donnait encore moins envie d'être sur cette application. Je suis désolé pour tous les fans de Johnny, c'est une blague pour moi. Et là, c'est un peu la même chose. C'est que je pense que ce qui va falloir faire à un moment ou à un autre, c'est et il y a plein de gens qui le font. Par exemple, OpenSea, qui a donc la plus grosse marketplace de NFT, ils commencent à prendre des paiements en fiat, en argent, quoi, en argent normal. Vous pouvez payer avec votre carte de crédit. C'est assez smart parce que ça veut dire que je suis pas obligé d'aller créer mon wallet, acheter du ETH ou une autre monnaie si le NFT que j'ai envie d'acheter il est sur Tezos ou sur autre chose. Donc je pense que aujourd'hui le fait qu'il y ait plusieurs chains, je pense que c'est une bonne chose, que elles apportent chacune en fait a ses avantages, et je pense pas qu'il y aura une chain, il y aura toujours plusieurs chains. De toute façon il y aura toujours Bitcoin et d'autres choses, mais par contre de faire en sorte pour l'utilisateur que ce soit un peu facile et qu'il n'ait pas à se poser la question, ça viendra à mon avis dans le software et potentiellement dans le hardware à la terme aussi. Mais on n'y est pas encore. Non, pas encore, mais ça va venir vite, je pense. Une autre question sur un autre sujet, c'est vrai qu'on n'a pas abordé pourtant qui nous tient beaucoup à cœur chez OnePoint, c'est tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est éthique. C'est quoi ta perception de ça? Pour l'éthique. Je suis pour l'éthique. Non, donc tu parles par rapport comment on arrive à gérer ça? Il y a des sujets de cyberharcèlement, il y a des sujets de cyber, je parle même pas de la cybersécurité, etc. Mais au niveau de l'éthique, qui sont en cœur, encore une fois, des sujets qu'on adresse auprès de nos clients chez OnePoint, et sur ces missions aujourd'hui d'accompagnement sur les sujets Web3 Metaverse, c'est des sujets qui reviennent. Moi, je pense qu'en fait, la blockchain, c'est assez extraordinaire, c'est complètement transparent en fait. Alors, on peut avoir une identité qu'on choisit, mais toutes les transactions sont vues et peuvent être vérifiées, etc., etc. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Quand Melania Trump a fait
justement une collection de NFT. Et elle vendait le chapeau qu'elle portait à l'inauguration de la victoire de son mari. Le drop n'a pas super bien fonctionné. Au bout de quelques jours, le chapeau a été, enfin le NFT du chapeau, qui permettait, je pense, d'avoir le produit physique aussi, a été vendu. Mais il y a quelques petits malins qui sont allés regarder et c'est elle qui l'avait acheté. Donc typiquement, moi je trouve que dans la logique d'éthique, donc typiquement c'est une manière de faire en sorte qu'il y ait une transparence totale. Et la transparence, c'est assez fort, ça marche assez bien avec l'éthique, je pense. Il y a aussi cette logique que j'aime bien de se dire que parce que aujourd'hui le monde des NFT, même si c'est pas mal ralenti là sur les derniers mois, en 2000 là sur les 12 derniers mois, je crois que la taille du marché c'était 40 milliards de dollars, ce qui est plus que le marché de l'art global. Quand Beeple a vendu 5000 Days, 69 millions, c'était plus qu'un Picasso ou qu'un Warhol. Bon, maintenant ils sont rattrapés les Warhol depuis. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la manière d'aborder en fait le sujet, il y a plein de choses qui sont communs. C'est-à-dire que le monde de l'art, c'est hyper important pour eux, la provenance. Savoir dire, mais ça, la traçabilité, est-ce que c'est un vrai sujet? Enfin, il y a un super documentaire d'ailleurs sur Netflix sur le faux peintre de Rothko, etc., qui est dingue. Et on se dit que ça, avec la blockchain, ça ne devrait plus exister. Donc la transparence, la provenance, l'ownership, etc., c'est hyper important. Par contre, la différence entre ce qui arrive dans le monde des NFT, dont l'exemple que je viens de donner, et le monde de l'art, c'est la transparence. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'art, il est complètement opaque. Quand je rentre dans une galerie, il n'y a pas de prix affiché sur un tableau. Et si je dis, j'adore ce tableau, j'ai envie de l'acheter, le galeriste il va me dire, oui, monsieur, bien sûr, c'est X. Il va me dire, mais vous êtes qui en fait? Vous êtes collectionneur d'art? Parce que son sujet, c'est de se dire, si je le vends à Patrick Walid, est-ce que ça va faire monter la cote? Exactement. Alors que là, la transparence, elle est totale. Donc ça, je trouve que pour le coup, le modèle en lui-même, il a une valeur éthique assez forte par le biais de cette transparence. Après, bien sûr, il y a et là, je reviendrai sur mon sujet à moi, qui est le sujet de la sécurité, qui fait que aujourd'hui, il y a, et c'est normal, c'est-à-dire que quand c'est un peu, les gens font beaucoup l'amalgame entre le Web 3 et le Far West. Oui, dans le Far West, il y avait Jesse James et il y avait plein de gens qui voulaient aller, parce que les banques n'étaient pas bien sécurisées justement, aller faire des braquages et autres. Donc aujourd'hui, il y a des braquages. Mais c'est là où l'écosystème doit aussi mûrir et a besoin d'acteurs comme nous, mais pas que. Il y a plein d'acteurs très bien dans l'écosystème pour faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent pas. Le cyberharcèlement, je pense que ça existe beaucoup dans le Web 2 aussi. Justement, est-ce que le Web3 amène parce qu'en fait tu nous amènes beaucoup d'éléments très prometteurs, très positifs et très authentiques. Mais est-ce que justement sur ce terrain-là, je parlais de cyberharcèlement, mais il y a plein d'autres sujets autour de l'éthique, de la responsabilité des entreprises, etc., dont on pourrait parler. Hein. C'est pas simplement le cyberharcèlement. Est-ce que là aussi tu vois des promesses, des lendemains joyeux? Je pense qu'il y aura plein de sujets et une fois de plus, nous on le voit dans la problématique de sécurité, où c'est un peu le même problème que les voleurs de voitures et les fabricants d'alarmes. Dès que le fabricant d'alarme a trouvé un nouveau moyen, le voleur de voiture, il rentre chez lui, il essaie de trouver un moyen de le détourner. Et là, c'est un peu la même chose. Comme il y a beaucoup de valeurs, donc je parlais des 40 milliards de NFT, mais toute la crypto, c'est plus de... Alors c'était 2 trillions, maintenant c'est 1 trillion. On dit 1 trillion, on dit pas 1 trillion, on dit 1 trilliard. Enfin, peu importe, ça a été divisé par 2, mais ça reste beaucoup d'argent à aller essayer de capter. Donc il y a plein de gens qui essaient de le faire, de plus en plus. Mais ça, je pense que ça, c'est il y a un excellent livre que je vous conseille, même si ça vous permettrait pas beaucoup de dormir, parce que c'est assez flippant, qui s'appelle This is how they tell me the world ends, de Nicole Perlot, qui est une journaliste d'investigation, je crois, au New York Times, au Washington Post, et qui parle justement de cybercriminalité, et elle l'a suivi, et pas de Web 3, hein. Là on parle de ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, en fait, on le voit pas. C'est parce que, alors on l'a vu un peu avec Snowden, avec d'autres choses comme ça, mais tout ce qui se passe dans le background, c'est quand même assez embêtant. Et donc, le besoin de créer mais la transparence peut aider justement à gérer ce genre de problème. Moi, je pense que la blockchain ne répond pas à tous les problèmes et résoudra pas tous les problèmes, mais la transparence et le ledger
alors je ne parle pas de ma marque, mais parce que la blockchain c'est un ledger, permettra à mon avis, on pourra développer beaucoup de solutions pour attaquer ces problèmes. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème, je pense qu'il y en aura de plus en plus, mais je pense qu'il y aura aussi des moyens de les traiter qui seront plus faciles quelque part grâce à la transparence de la blockchain que c'était le cas par exemple dans le Web 2. Merci beaucoup Sébastien. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ici? On a pris quelques questions à distance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ici poser une question? C'est que la première est toujours... J'allais dire la première est toujours Nadia, donc du coup ça marche bien. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle, vous avez une question peut-être? Madame, petite question. Oui. Sébastien, vous avez évoqué tout à l'heure, en parlant de la Sandbox, le service client. C'est un sujet qui me passionne. Est-ce qu'on pourrait partager une sorte de cas d'usage que vous imaginez autour de ce sujet-là? Et un autre point aussi sur ce sujet-là, on parlait du rapprochement de la donnée. Dans le cadre du service client, est-ce que c'est l'utilisateur qui est au centre ou est-ce que c'est les différentes marques ou les différents partenaires qui, eux, entre eux, pourraient s'unir pour avoir de l'information me concernant quand je contacte demain service client? Voilà. Alors moi, je pense que c'est hyper intéressant parce que nous, c'est un sujet qu'on se pose beaucoup parce qu'on doit le faire nous, parce que nous, on vend un produit qui est un produit physique sur lequel les gens peuvent avoir des problèmes à un moment ou à un autre, ils peuvent pas réussir à se loguer. Enfin, il y a plein de sujets. Et donc, nous, on travaille vraiment d'arrache-pied. Et c'est alors, moi, ça fait pas très longtemps que je suis chez Ledger, mais je sais que ça a été un sujet qui a été traité depuis à peu près, enfin, qui a toujours existé, mais sur lequel il y a eu une accélération sur les 18 derniers mois. Et qui porte ses fruits parce que tous les résultats qu'on voit, les enquêtes de satisfaction qu'on fait auprès de nos clients, on a eu une augmentation hyper forte. Et ça passe, je pense, par déjà dans le Web 2, trouver plein de points différents, donc d'utiliser Twitter, d'utiliser toutes les plateformes en fait pour trouver un moyen en fait de rentrer en contact avec nos clients. Et par exemple, le Sandbox, c'était aussi ça, quoi. On aurait pu faire n'importe quoi dans Sandbox. On aurait pu faire mais la logique du jeu de Sandbox, c'est dans un premier temps que les gens apprennent eux-mêmes. Donc c'est un peu l'équivalent d'un FAQ, ce que les services clients font beaucoup. Moi là, j'ai eu l'expérience ce matin d'appeler une banque qui m'a dit allez sur le site internet et regardez le FAQ. Et je dis non mais en fait, je l'avais déjà fait avant que vous me le disiez. Et donc ouais, le côté didactique, le côté ludique aussi. Je pense que ça va être une vraie différence, parce que le service client c'est jamais très ludique, et là c'est peut-être une manière de le faire. La rapidité aussi de réponse, que je pense que c'est ce que les gens recherchent. Et après, par rapport à votre... Donc voilà, je pense qu'il y aura plein de modèles différents. Et puis après, voilà, moi je pense que c'est un applicatif hyper intéressant du Metaverse de dire, voilà, j'ai un kiosque où il y a quelqu'un qui est positionné et je peux venir le voir et lui poser des questions et il va me répondre, même si c'est un avatar, il est là, quoi. Il y a quelqu'un derrière qui va y répondre. Et nous, c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi. Et après, par rapport à votre question sur qui est au centre, moi je pense que c'est le client qui doit être au centre. La logique, elle est quand même de dire que l'information, elle est... Et alors ça, je l'ai pas dit, parce que nous, ce qu'on voit dans l'évolution entre les webs, c'est que le web 1, c'était mon mot de passe et mon email et mon mot de passe. Le web 2, c'était je me connectais par le biais de Google, Facebook Connect. C'était hyper pratique, je clique sur un bouton, automatiquement tout est rempli, etc., etc. Et le Web 3, c'est je me connecte avec mon wallet, qui peut être un ledger ou autre chose, idéalement un ledger. Mais à partir du moment où je me connecte avec mon wallet, il n'y a que moi qui ai l'information sur ce qu'il y a dans le contenu de ce wallet. Et c'est moi qui décide avec qui je partage cette information-là. Donc je pense que on sait, le Web 2 nous a montré que plus on est customer-centric, et je l'ai vécu chez Amazon pendant longtemps, plus on gagne. Je pense que le Web 3 sera aussi le cas. Mais avec la difficulté supplémentaire qu'il faudra réussir à séduire le client, en tout cas, pour qu'ils se disent oui, j'ai envie de partager ces informations avec... Donc ce sera aussi peut-être dans l'expérience qu'on leur donne, pour revenir sur le premier point, ce sera si je lui donne une expérience qui est suffisamment justement ludique ou intéressante ou rapide, etc., ben, c'est là où il sera prêt à donner, à partager ses données ou partager des choses avec vous. Alors que si... parce que typiquement, si je reprends mon exemple de Nike, et que j'ai un problème avec un produit Nike, je pourrais aller dans un métaverse virtuel et juste leur montrer le NFT du produit que j'ai acheté, où là je leur donne juste l'information pour qu'ils traitent mon problème,
Ou si Nike me propose d'autres choses, je peux leur donner l'ensemble des informations. Et là, c'est beaucoup plus riche pour Nike, mais en échange, il faut qu'ils me donnent quelque chose de plus fort. Et donc, c'est la capacité en fait que l'utilisateur a, le levier qu'il a, de pouvoir un peu négocier quelque part la relation avec la marque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici peut-être? Oui, il y a une question derrière nous, derrière toi. Bonjour. Alors j'ai une question. Depuis tout à l'heure, on parle de décentralisation avec une blockchain qui va être distribuée et accessible par tous les utilisateurs. Comment on pourrait fonctionner sur un monde décentralisé, sachant que les organisations étatiques sont extrêmement centralisées? Quelle réglementation va s'appliquer? On a un litige avec un tiers. Comment on se retourne, sachant qu'en plus, on n'a aucune information sur la connaissance de la personne qui détient le wallet? Ça, la Commission européenne et pas que est en train de travailler dessus, et je pense qu'il va y avoir forcément de la régulation. Ce qu'on espère, c'est que là, il y a eu deux choses qui ont été votées la semaine dernière, MiCA et TFR, qui vont un peu dans ce sens-là, justement, de faire du KYC, comme on peut faire, notamment sur, alors pas sur la NFT pour le moment, juste sur des crypto-monnaies, parce que c'est considéré comme un actif. Mais ça c'est un vrai sujet, et ça, c'est alors moi, je le vois forcément du prisme Web3. Et là, je ferai encore aussi un parallèle avec l'e-commerce, où je trouve que l'e-commerce assez rapidement a réussi à assez bien s'organiser pour faire entendre sa voix et faire en sorte que, oui, on comprend la régulation, c'est fondamentalement une bonne chose, mais aujourd'hui, la régulation, elle a le potentiel en fait d'empêcher aussi l'innovation dans cet écosystème-là, alors que ce qui est hyper intéressant à mon sens, et en étant en France, on peut le voir, c'est que le Web 2 a donné naissance à des géants quasiment qu'américains et chinois. On va mettre Spotify de côté parce qu'il y a quand même un géant européen. Mais le Web 3, c'est aussi une opportunité d'aller créer les géants de demain. Et aujourd'hui, une boîte comme Ledger, une boîte comme Sandbox, on a parlé des deux, c'est deux entreprises qui sont françaises, mais qui rayonnent totalement à l'international. Donc, à mon avis, il faut réguler, mais en réguler en bonne intelligence, sans empêcher l'innovation et en gardant bien sûr la logique d'État, parce que l'État il est important, mais ça, à mon avis, ça va vraiment dépendre des actifs. C'est-à-dire que quand l'actif est une monnaie ou une crypto-monnaie, il y a une question de taxation, etc., qui s'implique. Mais quand un token est juste, par exemple, une relation entre une marque et un client, est-ce qu'il faut aujourd'hui légiférer là-dessus? Sur le NFT, peut-être un peu moins. Et en l'occurrence, la Commission européenne a décidé, pour le moment en tout cas, pour les 18 mois à venir, de ne pas le faire, ce qui est à mon avis une bonne chose. Donc à voir. Mais je pense qu'il y a Et ce qui manque aujourd'hui, à mon sens, c'est que l'écosystème parle d'une voix. Et ce que je trouve intéressant aussi, et je ne l'ai pas dit, et j'aurais dû le dire dès le début d'ailleurs. Tu vas le dire. Hein? Du coup, tu vas le dire. Je vais le dire. C'est que quand je disais que les créateurs vont faire venir les X millions de nouveaux utilisateurs dans le Web3, les autres gens qui vont faire venir ces utilisateurs, c'est les marques. Et moi, je pense que les marques, elles ont intérêt à le faire parce que par rapport à tout ce que ça peut représenter pour elles. Mais si une marque fait quelque chose de bien dans le Web3, elle va aussi amener ces X millions ou X centaines de millions d'utilisateurs. Et je pense que dans la logique aussi de législation, parce que les marques, elles sont aguerries à ça. L'Oréal, ils ont, je sais pas combien de personnes à Bruxelles, etc., etc. C'est intéressant qu'ils comprennent aussi ce système-là, parce que s'ils veulent en profiter quelque part, il faut aussi qu'ils réussissent à le défendre. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça en France, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses en France et aucune coordination entre les pays européens aussi là-dessus. Aux US, ils sont très bons, parce qu'ils ont un seul pays, c'est plus facile, mais toutes les grandes instances, toutes les grosses boîtes de crypto, ils ont une organisation qui est hyper efficace, et en l'occurrence, la législation américaine, elle est assez bonne pour les cryptos, alors que la législation européenne est un peu plus agressive déjà. Donc on ne veut pas avoir... il faut faire attention à ça. Merci. Peut-être on a le temps pour une dernière question, s'il y a une question. Super. On a beaucoup parlé en fait de l'évolution des usages. Je me doutais qu'on allait parler aussi évolution réglementaire à un moment. Pour revenir aussi à votre cœur de métier, on a beaucoup parlé de l'évolution sur l'acculturation, la sécurisation. Est-ce que vous pensez que justement ce point-là, au-delà d'être une responsabilité pour les marques qui se déploient là-dedans, ça peut faire partie de la stratégie d'une marque si on pense storytelling? Je pense à Mattel par exemple avec ses Barbie en NFT. Est-ce que ça peut être un levier pour les marques de bien se positionner là-dedans? 100%, vraiment, totalement. Et c'est marrant parce que, en fait, dans
la plateforme qu'on a lancée, on l'a annoncé en tout cas avec 5 partenaires. Tag qui est LVMH bien sûr, et puis après Dead Fellows qui est une grosse communauté de NFT hyper connue, Artefact donc qui appartient à Nike et qui est français aussi d'ailleurs, bravo, enfin plus maintenant ils sont américains mais au départ ils sont français, et pour moi c'est des vrais visionnaires du Web3 et du Metaverse, et Benoît est un garçon absolument brillant, enfin toute l'équipe d'ailleurs. Jen Stark qui est une designeuse américaine, et Brick qui est un collectif de skateboarders de LA. Et ce que je trouve hyper intéressant en fait là-dessus, c'est que quand on leur parle, ils disent un peu la même chose mais de manière différente. C'est-à-dire que Dead Fellows par exemple, qui est au départ une communauté de 10 000 users, c'est comme Bored, c'est quasiment aussi gros, enfin un peu moins mais c'est très gros. Eux, ils ont voulu travailler avec notre plateforme parce qu'ils veulent protéger leur communauté. Parce qu'il y a tellement de gens dans leur communauté qui se sont fait prendre leur NFT qu'ils veulent qu'au prochain, en tout cas, il n'y ait aucun souci. Et ils veulent aussi éduquer leur communauté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, ils s'éduquent à la sécurité une fois qu'ils se sont fait piquer leur crypto-monnaie ou leur NFT. Et c'est ça qui les réveille. C'est un peu comme l'enfant qui se brûle en touchant la casserole et il ne la touchera plus. Mais on n'est pas obligé de passer par cette étape-là. Et de l'autre côté, les marques, je pense que leur sujet à elles, c'est qu'elles se rendent compte en fait qu'elles ont une responsabilité qui est beaucoup plus forte. Parce que typiquement, un artiste NFT qui est tout seul et qui fait un drop, et sur le drop, il y a un hack, personne dans le Discord va le pointer du doigt et dire « Ah là là, t'as pas protégé ta communauté, etc., etc. » Maintenant, la communauté, quand elle est plus grosse, elle a cette responsabilité-là parce qu'ils ont gagné de l'argent et autres. Mais les marques, c'est encore plus fort parce que typiquement, on sait qu'il y a des centaines de personnes derrière, qu'ils ont beaucoup de chiffre d'affaires et autres. Donc si jamais une marque se plante sur un drop, là, ils vont se faire pointer du doigt. Et en l'occurrence, sur Super Gucci, dans le Discord de Super Gucci, il y avait plein de gens qui disent, parce qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, il y a eu certains problèmes, et il y avait plein de gens qui se plaignaient en fait de fait que Gucci les avait pas protégés. Donc je pense qu'il y a alors c'est un peu l'inverse de ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu pour eux qui est hyper fort, mais je pense qu'ils peuvent le tourner en logique de storytelling en disant we care, vous êtes hyper important pour nous, donc on vous sécurise, donc on vous apprend à vous sécuriser et on travaille avec telle ou telle plateforme. Donc en effet, à mon avis, dans le storytelling, il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a un premier sujet qui est le côté innovant. Je pense que beaucoup de marques veulent aller vers ça pour dire on est les premiers, à faire ça. Tag, le projet qu'ils ont fait quand même de montres qui permettent donc d'intégrer ces NFT, c'est assez génial. Et ils l'ont fait parce que c'est dans l'ADN de Tag d'être innovant. Tag, c'est la première, je ne le savais pas d'ailleurs, mais en travaillant avec eux, ils m'ont dit c'est la première montre qui est allée dans l'espace en 1962. Enfin, il y a un ADN d'innovation chez eux qui est fort. Mais ils comprennent aussi l'importance de la sécurité et de sécuriser leur communauté. Donc je pense qu'il y a tout à fait une logique de storytelling autour de ça et une responsabilité parce que s'ils veulent amener ces millions de personnes vers le Web3, il faut le faire dans un environnement sécurisé. Merci beaucoup. Sébastien, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion ? Ouais, il y avait beaucoup de sujets que tu voulais adresser. Non, mais moi j'ai un mot qui est une sorte je sais pas, c'est un conseil en fait. C'est moi ce que j'invite tout le monde à faire en fait, c'est à tester tout ça. Et je pense que une fois de plus, c'est pas forcément toujours facile, mais acheter un peu de ETH, acheter un peu de Bitcoin, acheter un premier NFT, essayer de le revendre, rentrer dans les Discord des communautés pour voir comment est-ce qu'ils engagent les uns avec les autres, créer quelque chose dans Sandbox. Enfin, toutes ces choses-là, c'est accessible à tout le monde. Et à mon avis, c'est hyper important pour comprendre là où va l'écosystème. Et le temps passé, à mon avis, et surtout pour vous, mais peut-être pour les gens qui nous regardent aussi, c'est se préparer en fait à ce qui va arriver demain. Et ça permettra aussi de mieux comprendre les usages et aussi de mieux définir potentiellement ou d'avoir des idées de ce que ça peut représenter sur les marques. Donc moi, ce que je vous amène à faire, au-delà de lire toute la littérature et tous les super articles qu'il y a, et il y en a des milliers, des podcasts incroyables et autres, moi je continue tous les jours, j'écoute des choses et j'apprends des choses tous les jours sur cet écosystème et c'est passionnant, donc ça vaut le coup aussi, mais de faire, rien ne remplace faire et tester quoi. Donc ça, je vous invite tous à faire ça. Merci beaucoup. On peut être tous très très ravis de t'avoir accueilli. Merci d'être venu. Ah, c'est moi. Et on peut être ravis à plusieurs titres parce que d'abord tu nous as donné des cas d'usage super concrets, ce qui est quand même un peu l'idée d'aujourd'hui. En plus avec des perspectives très positives, très optimistes et très concrètes.
Ça, c'est vachement chouette. Et dernier point, on a même réussi à parler d'amour. Et ça, c'est pas mal parce qu'à la fin, c'est ça qui reste. Hein ? Quand est-ce qu'on a parlé d'amour? Je me souviens plus. C'est moi qui en ai parlé. J'essaie de te monter un peu sur le sujet. Ok. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. On ne peut point les goûter, c'est du volement. Vous allez dénaturer le produit. Un bon vendeur a toujours un sourire sincère. Le client est roi, et le client, c'est vous.